Bon, du coup, bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Certains pour la deuxième fois. C'est ça, je suis toujours là. Alors, aujourd'hui, on va parler du lien entre olfaction et émotion et l'impact que ça peut avoir sur notre corps. Donc, je suis naturopathe, mais la plupart d'entre vous me connaissent déjà. Donc, j'ai une thèse en sciences de la vie et de la santé. Je suis aussi rédactrice scientifique en sciences et santé pour des écoles privées et chargée de cours en naturopathie depuis décembre. Donc, je me suis portée chaque semaine. C'est un gros effort. Ouais, gros effort. Donc aujourd'hui, on va parler donc, de l'olfaction et des émotions. On va essayer de les décrire. On va parler du lien entre les deux. Est-ce qu'une rééducation olfactive est possible en lien avec la mémoire et les émotions? Et on va parler d'olfactothérapie et de manipulation olfactive. Donc, pour ça, on va commencer par le cas de Louise. Louise, que j'ai rencontrée en pharmacie l'an dernier, qui venait pour prendre des compléments alimentaires parce qu'elle était très fatiguée. Son problème, c'est qu'elle avait eu le Covid il y a 3 mois de ça et qu'elle n'avait toujours pas retrouvé le sens de l'odorat. En discutant un peu avec elle, en fait, il s'est avéré qu'elle présentait des symptômes dépressifs, qu'elle avait du mal à se lever le matin, que son quotidien avait perdu de son intérêt. Elle ne sentait plus les odeurs, donc on pense directement à l'alimentation, mais ça impacte aussi le comportement social, vu qu'elle ne sentait plus non plus l'odeur de son compagnon, elle ne sentait plus l'odeur de ce qu'elle mangeait, elle ne pouvait plus repérer des aliments avariés, etc. Donc Louise, pourquoi justement la perte de l'odorat de Louise va être si importante dans sa vie? Parce que l'odorat a plusieurs rôles. Donc, l'un des premiers rôles de l'odorat, ça va être la détection du danger. Donc une odeur de brûlé, une odeur d'aliments avariés, une odeur de gaz. Donc ça, tout ça, c'est des informations qui vont nous être apportées par l'odorat. L'odorat va influer aussi nos comportements alimentaires et nos comportements sociaux. Donc au-delà du fait que les aliments soient moins appétissants quand on ne sent pas leur odeur, il va y avoir d'autres impacts au niveau cérébral et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Du coup, la perte de l'odorat, ça va poser un problème de sécurité. Donc, on parlait de sentir le gaz, sentir les aliments avariés. Les personnes qui ont perdu l'odorat vont être sujettes à plus d'intoxication alimentaire et à plus d'accidents domestiques. Il y a un sentiment d'insécurité parce que les personnes sont incapables de détecter leur propre odeur corporelle. Donc, il y a une peur d'avoir une transpiration qui sent mauvais, par exemple. Des problèmes donc, de nutrition avec une alimentation qui va être moins variée, une perte d'appétit. Et des troubles de l'humeur, puisque 30%, donc une personne sur 3 qui a perdu l'odorat va présenter des symptômes dépressifs. Pour la petite histoire, l'odorat, c'est l'un des rares sens qui est mature dès la naissance. Donc un bébé peut reconnaître sa mère pratiquement dès la naissance grâce à son odorat. Jusqu'à peu, on pensait que le nez pouvait détecter uniquement 10 000 odeurs différentes, mais il s'est avéré qu'on détecterait plutôt 1000 milliards d'odeurs différentes. C'est très vaste. La plupart sont détectées de façon inconsciente. Et pour comparaison, on peut détecter entre 2 et 7 millions de couleurs différentes et environ 340 000 sons différents. Donc l'odorat est un sens qui est très développé, même chez les humains. Comme 340 000 à peu près. Donc à partir de là, comment on peut sentir autant d'odeurs différentes? Donc il y a 4 étapes. La première étape, ça s'appelle l'aéroportage. C'est une étape aérodynamique. Donc pour ça, il va falloir une molécule odorante, donc une molécule cyclique, qui va venir se déposer au niveau de la muqueuse olfactive. Donc soit elle va passer par voie dite orthonasale, donc par le nez, les voies aériennes, soit elle va passer par des voies rétronasales, donc elle va remonter au niveau de la bouche par le nasopharynx en passant derrière le voile du palais. Donc typiquement, c'est les flaveurs des aliments qu'on mange. C'est tellement important dans la détection du goût et des aliments que par exemple, si vous diffusez une petite odeur de fruits rouges à quelqu'un à qui vous donnez un bonbon à la vanille, il y a de fortes chances qu'ils vous disent que le bonbon soit aux fruits rouges. La deuxième étape, ça va être l'arrivée au niveau des neurones olfactifs. Donc en fait, là c'est la fosse nasale.
Là, c'est les voies supérieures cérébrales. Il y a un petit mucus en fait qui recouvre les fosses nasales et les molécules olfactives vont devoir traverser ce mucus pour venir se déposer au niveau des récepteurs des neurones de la muqueuse olfactive. La muqueuse olfactive, elle est située de part et d'autre de la cloison nasale et elle est toute petite, c'est 2 timbres-poste de chaque côté, donc 2 cm². À partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est que les neurones olfactifs, ça va être les neurones qui ont la plus grande plasticité. Ceux au niveau des muqueuses olfactives seraient nouvelles tous les mois. C'est les seuls neurones qui sont exposés directement avec le milieu environnant. Tous les autres vont être protégés. Ceux-là, il y a une seule couche de mucus. Ils sont en contact du milieu extérieur. Ensuite, le message chimique qui est porté par les molécules olfactives, donc il va venir se déposer au niveau des neurones et là il est converti en message électrique, donc des petites impulsions électriques que les neurones vont envoyer au-dessus jusqu'à une structure qui s'appelle le bulbe olfactif. Le bulbe olfactif, c'est la première structure qui va regrouper tous les messages olfactifs de tous les neurones de la muqueuse. Ça va les traiter, les analyser, les coder et les envoyer au niveau supérieur. Et là, ça va commencer à nous intéresser parce qu'une fois arrivé au niveau supérieur, au niveau du cortex olfactif, il va y avoir 2 voies pour ces informations olfactives. La première, c'est que ça va être envoyé au niveau du cortex orbitofrontal. Alors le cortex, c'est l'enveloppe extérieure, enfin c'est un peu la partie extérieure du cerveau qui va être impliquée dans plein de choses. Et un de ses grands rôles, ça va être traiter les messages envoyés par les 5 sens. Donc il y a vraiment une cartographie du corps au niveau du cortex, puisque chaque région va traiter une région spécifique du corps. Pour le message olfactif, c'est une petite région qui se situe à côté des tempes, entre les tempes et le front. Et ça va être impliqué dans la reconnaissance des odeurs, et c'est là qu'on va percevoir si c'est agréable ou non. Et la deuxième voie, donc ces informations vont aussi être envoyées au niveau du système limbique. Le système limbique, c'est beaucoup plus en profondeur que le cortex. C'est un cerveau qui est beaucoup plus ancien. Et ça va être connecté... le système limbique, c'est le système qui va traiter les émotions, les souvenirs, mais aussi les comportements sociaux. Donc c'est un ensemble de structures. Il y a beaucoup de structures qui constituent le système limbique. Donc je vous en ai cité quelques-unes qui nous intéressent ici. Donc l'hippocampe. L'hippocampe, il est à peu près ici. Ça va être impliqué dans l'apprentissage et le stockage de la mémoire sur le long terme. L'amygdale, c'est une petite structure en forme d'amande qui est au centre du cerveau. Elle va agir sur tout ce qui est mémoire émotionnelle, comportement et agressivité. Par exemple, des animaux chez qui on stimule de façon électrique l'amygdale dans des expériences plus ou moins éthiques vont avoir des comportements de rage. A l'inverse, des animaux à qui on a enlevé l'amygdale vont être très soumis. L'hypothalamus, donc c'est une petite glande en forme de poire qui est située pareil au centre du cerveau, c'est une structure unique et c'est une glande qui est vitale. Ça va être impliqué dans tout ce qui est régulation hormonale, donc c'est un peu le chef d'orchestre de beaucoup de réactions hormonales au niveau de notre corps. Les hormones, c'est des petits messagers chimiques, des petits messagers qui vont être transmis à différentes structures pour influer sur beaucoup de choses. Par exemple, l'hypothalamus joue sur la thyroïde, ça va influer le fonctionnement de la thyroïde. Ça va jouer sur le fonctionnement des glandes surrénales, donc la réponse au stress. Ça va jouer sur les gonades, donc la synthèse des hormones sexuelles. Donc l'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre de tous nos comportements et de toutes nos réactions corporelles. Le septum, c'est une petite structure qui va être impliquée dans le circuit de la récompense. Donc par exemple, les sécrétions de dopamine dans le circuit de la récompense, dans les phénomènes addictifs, c'est au niveau du septum. Ça va jouer sur la sociabilité, sur les sentiments de peur, des règlements au niveau du septum. Ça va être impliqué dans beaucoup de pathologies comme la dépression ou la schizophrénie. Donc, on a notre message olfactif qui va avoir directement une action sur le système limbique.
à partir de là, il y a beaucoup de molécules olfactives qui vont avoir un rôle, sans qu'on s'en rende compte, un rôle inconscient sur nos comportements fondamentaux. Ça va jouer sur notre peur, sur nos sentiments de colère, l'addiction, le plaisir. Et ça va vraiment avoir entraîner des réactions physiques et des réactions psychiques. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le cerveau, il continue à réagir aux odeurs même pendant le sommeil. Quand je vous disais que c'était inconscient, on a vraiment des réactions cérébrales pendant notre sommeil si on est exposé à certaines odeurs. Par exemple, une odeur de fumée pourra nous réveiller, une odeur de brûlé. Il y a certaines personnes dans le coma qui vont être apaisées par des odeurs familières. Donc si on enregistre l'activité cérébrale au niveau du cerveau, certaines personnes dans le coma auront une activité cérébrale différente en fonction de certaines odeurs auxquelles on les aura exposées. Ce n'est pas chez toutes les personnes dans le coma. Ça dépend du niveau d'atteinte, des structures atteintes et de la profondeur du coma, mais c'est possible dans certains cas. Donc si on revient à Louise, qui a eu le Covid. Le problème du Covid, parce qu'on a vu que les neurones se renouvelaient en un mois, les neurones olfactifs, mais Louise, ça fait 3 mois qu'elle est dans cet état. Donc le Covid, malheureusement, il infecte les cellules de soutien, donc c'est les cellules qui vont aider les neurones à se renouveler. Donc mauvais renouvellement des neurones de la muqueuse olfactive. Il y a aussi des phénomènes inflammatoires qui vont directement altérer le fonctionnement des neurones de cette muqueuse. Donc l'altération du fonctionnement des neurones olfactifs de Louise va entraîner une altération directe du fonctionnement du système limbique, parce qu'il est habitué à recevoir beaucoup de messages olfactifs, et tout à coup, on n'a plus tous ces messages-là. Donc ça va avoir des troubles sur son humeur, ça va entraîner une dépression, ça a un impact sur le comportement alimentaire. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle d'émotions et de l'impact des émotions au niveau du corps. Donc on va essayer de les définir et d'en parler un petit peu plus. Le problème d'une émotion, c'est que c'est très complexe. C'est qu'il y a beaucoup de recherches et d'études qui sont faites dessus pour essayer de les définir. Il y a des thèses entières, des livres entiers. Ça dépend de la discipline par laquelle on les étudie, si on est psychologue, si on est philosophe, voilà. Donc j'ai essayé de prendre une définition assez simple et universelle. Les émotions, ça va être un phénomène dynamique, c'est un constant mouvement et c'est complexe, c'est multifactoriel, beaucoup de choses entrent en compte. Ça va être une réaction, c'est un réflexe, c'est quelque chose, une émotion de base, c'est quelque chose d'involontaire sur laquelle on n'a pas forcément de prise. C'est vécu au niveau corporel, de manière plus ou moins violente. Soit on est un petit peu contrarié, un petit peu tendu, soit on peut rentrer dans une rage folle avec une grosse transpiration, le cœur qui s'emballe, une augmentation de la pression artérielle. Il y a aussi une composante affective, donc sur le mode du plaisir ou de la douleur qui va être ressentie. Donc, d'après un psychologue qui s'appelle Robert Splatnik, c'est ça. Vous avez une combinaison de neurotransmetteurs qui va être utile, qui va être la base de nos émotions. Et on a 3 principales. Il y a beaucoup de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est des petits messagers chimiques qui servent à la communication entre neurones. Donc vous avez la dopamine. La dopamine, elle va être impliquée dans le bien-être, elle va être impliquée dans le circuit de la récompense. En général, quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous avez une petite synthèse de dopamine qui va vous donner envie d'y revenir. La sérotonine, c'est un autre neurotransmetteur qui est lui impliqué aussi dans l'humeur. Donc souvent, chez les personnes dépressives, on a moins de sérotonine, où le cerveau est moins sensible à la sérotonine. Elle va être aussi impliquée dans des phénomènes de mémorisation. La noradrénaline, elle, c'est une hormone qui est beaucoup liée au stress. Donc quand on a une petite surproduction de noradrénaline, en général, on va être plus tendu. Et donc on est plus sensible et plus réactif face aux émotions. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a certains neurones du bulbe olfactif qui vont synthétiser cette dopamine. Donc si certains neurones du bulbe olfactif sont touchés par une dégénérescence, on va avoir un peu moins de dopamine au niveau cérébral. Donc les émotions, c'est une combinaison de neurotransmetteurs.
ça va avoir un impact physiologique direct. Les émotions vont prendre naissance au niveau cérébral et particulièrement au niveau du système limbique. À partir de là, ça va entraîner des différences dans nos comportements. Mais comment? Donc il y a une étude finlandaise qui a pris des volontaires en Finlande, en Suède et à Taïwan. Et on a demandé à ces personnes de dessiner où elles ressentaient leurs émotions. Donc on leur a montré différents stimuli censés provoquer des émotions. On leur a demandé de décrire leurs émotions et de colorier sur un petit dessin humain où elles les ressentaient. Donc en rouge, c'est quand elles ressentaient plus d'activité. Donc par exemple, le cœur qui s'emballe, la poitrine qui se serre. Et en bleu, c'est quand elles ressentaient moins d'activité au niveau corporel. Donc, par exemple, les jambes en coton. Et de là, ils ont établi une sorte de cartographie des émotions. Donc on voit que les émotions ne sont pas ressenties au même endroit au niveau corporel. Tout ce qui est émotions positives, l'amour et la joie, c'est des émotions qui sont ressenties vraiment à tous les niveaux du corps. La colère, la peur, le dégoût, c'est plutôt des choses qui concernent le haut du corps. La dépression, chez les personnes dépressives, on note qu'il y a beaucoup moins de sensations qui sont décrites au niveau corporel. Donc il y a vraiment un impact physique de nos émotions. À partir de là, donc, ce psychologue, il a établi une roue des émotions. Donc, alors, là c'est assez complexe, ça va être pour mieux décrire en fait les émotions ressenties. Donc vous avez 4 émotions de base qui vont être la peur, la colère, la joie et la tristesse. À partir de ces émotions de base, il a décrit des émotions secondaires qui étaient en lien avec ces émotions de base parce qu'elles avaient les mêmes bases neurologiques. Donc par exemple, la peur va être associée à la surprise, la joie va être associée à la confiance. Pour chacune de ces émotions, il y a aussi une notion de force et de sensibilité. Par exemple, la colère, ça peut aller de la simple contrariété à la rage folle. La joie, ça peut aller juste d'un sentiment de sérénité à un sentiment d'extase totale. Ça, c'est les émotions de base et leurs différentes composantes. Souvent, c'est plus complexe que ça, donc il a commencé aussi à regarder ce qui se passait au niveau des associations d'émotions. Donc, par exemple, si vous vous sentez admiratif de quelqu'un, si cette personne vous inspire de la joie, il y a de fortes chances que vous soyez amoureux, ou que ça soit une forme d'amour ou d'amitié. Si cette admiration est liée à la peur et à la terreur, il y a de fortes chances que vous ayez un comportement de soumission face à cette personne. Un sentiment de tristesse associé à un sentiment de dégoût, souvent ça se manifeste par du remords. Donc à partir de là, donc, ces émotions, toutes ces émotions différentes, qui sont très vastes, vont avoir un impact au niveau corporel. Le premier impact, ça va être des changements vasculaires, donc vasoconstriction, vasodilatation, et ensuite des modifications secondaires. Au niveau des modifications secondaires, ça va être des choses qui sont très difficiles à contrôler au niveau corporel. Ça va être des expressions, par exemple. Donc quand on est triste, on a la commissure des lèvres qui tombe, les larmes aux yeux, on peut pleurer, on va se tenir un peu plus, on va être plus prostré, on va pas forcément regarder les gens dans les yeux, on va éviter le contact. C'est des choses qui vont être dures à contrôler. Quelqu'un d'heureux, ça va être universel, tout le monde va sourire. C'est des comportements des émotions qu'on arrive tous à reconnaître et qui vont être difficilement contrôlables. Donc ce qu'on a vu, c'est que les odeurs avaient un impact direct sur le système limbique. Le système limbique, c'est donc le siège des émotions. Et les émotions, elles vont avoir un impact et se retranscrire au niveau physique et physiologique. Donc c'est comme ça que les odeurs peuvent avoir directement un effet sur notre corps. Donc ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que comme les voies olfactives ne sont pas connectées au centre du langage, ça peut être difficile de décrire une odeur et l'émotion qui y est liée. Donc souvent on compare une nouvelle odeur à des choses qu'on connaît déjà,
mais ça serait très difficile de décrire en elle-même une nouvelle odeur qu'on ne connaît pas. Donc, si on revient à Louise. Donc, Louise, ça fait plus d'1 mois, donc ça fait 3 mois qu'elle n'a pas retrouvé son odorat. Parce que les cellules souches de sa muqueuse olfactive ont été touchées et que les neurones olfactifs se renouvellent difficilement. Ça va commencer à se mettre en place. Ce qu'on constate chez les personnes qui retrouvent progressivement l'odorat après un Covid, ça va être des phantosmies et des parosmies. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une perception altérée des odeurs qui est liée directement au fait que les cellules, que les neurones olfactifs sont en cours de régénération. Le signal est perdu, le cerveau ne sait plus bien traiter le signal et du coup on a des phantosmies qui sont des hallucinations olfactives. On sent des choses qui n'existent pas, ou des parosmies, on confond les odeurs. Donc ce que je disais par exemple hier, c'est que j'avais des clientes pour qui les pommes sentaient des odeurs de poubelle. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc oui, 2 odeurs qui se confondent parce que les bulbes olfactifs sont plus capables d'associer des odeurs à certains objets. Donc il y a eu une étude clinique faite à Lyon, justement sur la rééducation olfactive pour aider les personnes comme Louise et aider à améliorer du coup l'impact sur leur morale. Donc ils ont exposé quotidiennement des personnes à des stimuli olfactifs, c'est des protocoles qui durent 12 semaines. Donc pendant ces 12 semaines, les chercheurs ont utilisé principalement des huiles essentielles. Donc, pourquoi des huiles essentielles ? Parce que ça va être des extraits végétaux. C'est issu d'une distillation et ça contient uniquement les composés aromatiques de la plante. C'est 100% de composés aromatiques, c'est quelque chose de très concentré. Donc il y a une très forte concentration de molécules odorantes. Donc, ils ont utilisé des huiles essentielles qui ont des profils olfactifs très vastes pour essayer d'échantillonner le plus de types d'odeurs possibles. Donc à la base, ils s'appuient sur 4 huiles essentielles de base qui sont le citron, le clou de girofle, l'eucalyptus globuleux et soit la rose, soit le géranium rosa. À ça, ils ont ajouté aussi les grains de café, justement pour le côté émotionnel lié à l'odeur du café, parce que c'est une odeur réconfortante, c'est une odeur qu'on connaît tous. Souvent, c'est associé à des moments de plaisir pour beaucoup de personnes. Donc, comme il y a différents protocoles, il y en a qui ont utilisé des odeurs un petit peu différentes, en ajoutant des odeurs un peu plus de la vie quotidienne, des odeurs plaisir, entre guillemets. Donc de la vanille, du curry, des épices avec lesquelles on a l'habitude de cuisiner, mais aussi des odeurs qui sont un peu plus répulsives, comme le vinaigre de vin. Donc le but, c'était de mettre ces huiles essentielles et ces odeurs diluées dans des petits flacons, tous les mêmes, pour ne pas pouvoir les différencier, et que la personne, tous les jours, sente 15 secondes ces petits flacons et fasse une pause de 15 secondes. De là, on leur demande si elles ont senti une odeur, si oui, laquelle, et si oui, est-ce que ça a activé chez elles des émotions, des souvenirs, pour essayer d'ancrer un peu plus les odeurs dans une composante émotionnelle et pour accélérer la récupération. Et donc, toutes les semaines, on faisait un petit suivi sur la perception de ces odeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a accéléré la récupération olfactive dans 30 à 60% des cas. Voilà. Ce qui est important, c'est de commencer le plus tôt possible. Donc, le 60% des cas, c'est pour les personnes qui avaient commencé très tôt après la perte d'odorat. Donc, plus c'est commencé tôt et plus ça va être efficace. Donc, il y a une pathologie qui est associée à une hyposmie. Donc, une hyposmie, c'est une diminution de l'odorat. Soit on sent moins bien les odeurs, soit il y a certaines odeurs qu'on ne sent pas. Et il y a une pathologie qui est neurodégénérative, qui est détectée précocement grâce à une hyposmie, avant même d'avoir les premières manifestations neuronales. Est-ce que vous savez laquelle c'est ? Alzheimer. Oui, c'est Alzheimer.
en fait, dans la pathologie d'Alzheimer, avant même d'avoir les premières manifestations cognitives, les premiers oublis, les personnes vont commencer à perdre l'odorat. Donc il y a 95% des personnes atteintes d'Alzheimer qui n'ont plus d'odorat. Et souvent l'hyposmie, donc ça va précéder la perte de mémoire de plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et ça va être dû justement à la dégénérescence des neurones qui produisent la dopamine au niveau du bulbe olfactif. Donc Alzheimer, ça commence par là. Du coup, en fait, il y a beaucoup de protocoles. Le protocole de rééducation olfactive qu'on a vu pour le Covid, c'est adapté d'un protocole olfactif de rééducation olfactive qu'on utilise chez les patients qui ont Alzheimer. Dans les stades précoces de la maladie, c'est utilisé par certains médecins pour essayer de limiter l'apparition des premiers symptômes, de limiter l'évolution de la maladie. Comme on a vu que les odeurs étaient liées aux émotions et à la mémoire, donc on passe par cette modalité-là pour essayer de limiter l'évolution. Il y a certains médecins aussi qui préconisent des tests olfactifs justement pour voir à quel stade, comment évolue la maladie, à quel stade le patient en est. C'est souvent une odeur, ça va former un souvenir au sein du cerveau et ce souvenir va être associé à des modalités d'espace et de temps. Voilà, donc c'est un souvenir qui est multifactoriel, qui est complet. Et on peut réactiver ça avec certaines odeurs. Je voulais aussi vous parler du cas de Frédéric. Alors là, c'est un cas qui a été rapporté. Donc c'est un jeune homme qui était dans le coma depuis 3 mois suite à un accident. Donc l'équipe médicale a essayé de mettre en place divers stimuli pour essayer d'induire des réactions chez Frédéric. En fait, il y a une équipe d'olfactothérapeutes qui s'est entretenue avec la famille et qui a essayé de lui présenter différentes odeurs de son quotidien pour essayer d'induire une réponse au niveau neurologique. Et effectivement, quand ils ont fait justement tous ces protocoles, un jour avec l'odeur de menthe, qui était une odeur qu'il aimait particulièrement, c'est là qu'ils ont commencé à avoir les premiers signes de réaction. Donc ses yeux ont commencé, il y a eu les premiers micro-mouvements oculaires, les premiers mouvements au niveau des narines. Donc il ne s'est pas réveillé d'un coup, ça a été lent. Ça a été long et compliqué, mais quand il s'est réveillé et qu'il a récupéré le langage, la première chose qu'il a dite, c'est que le premier souvenir qu'il avait, c'était cette odeur de menthe, justement, qu'on lui a présentée. Alors, on ne peut pas réveiller toutes les personnes qui sont dans le coma avec une odeur. Voilà, ça ne marche pas dans tous les cas. Voilà, ça dépend de la profondeur du coma, ça dépend des structures qui sont atteintes. Voilà. Mais par contre, on note un changement d'activité cérébrale chez certaines personnes dans le coma grâce aux odeurs. Donc, l'un des exemples les plus connus d'association entre odeur, mémoire et émotion, c'est Proust. Donc Proust avec sa Madeleine, qui trempe une fois adulte un jour dans un thé et qui tout à coup se souvient d'un souvenir de son enfance. C'est un souvenir qu'il pensait avoir oublié et c'est revenu tout à coup avec tout le cortège d'émotions et de réactions physiques face à l'émotion. C'est quelque chose qui a été remarqué dès Aristote, donc 4 siècles avant Jésus-Christ, qui notait déjà l'impact des odeurs sur les souvenirs et sur les émotions et les comportements. Donc en 2006, il y a une étude suédoise encore qui a pris plusieurs volontaires, qui leur a présenté différents stimuli pour provoquer des souvenirs. Donc il y avait des stimuli visuels, des stimuli auditifs et des stimuli olfactifs. Pour chaque image, chaque odeur, chaque son, on leur a demandé d'écrire, de dire si ça réveillait chez eux un souvenir autobiographique précis. On leur a demandé de décrire ce souvenir, de décrire les émotions qui y étaient liées. Et en fait, quand c'était des stimuli olfactifs, il n'y avait pas plus de souvenirs qui étaient... les gens ne se souvenaient pas de plus de choses. Par contre, les souvenirs étaient plus vifs
et les souvenirs avaient un impact plus fort au niveau physiologique et réaction émotionnelle face à ce souvenir. C'était plus immédiat aussi. Une odeur et paf, ça revenait tout de suite. Voilà. Donc on a un fort lien entre tout ce qui est olfaction, mémoire et émotion, parce que tout converge, tout se passe au même niveau dans le cerveau. Donc même si la tête oublie, voilà, le nez se souvient. Donc même des souvenirs qu'on a oubliés, dont on ne se souviendrait plus, en sentant certaines odeurs, ils vont pouvoir refaire surface, parfois même avec une force telle qu'on puisse en pleurer ou en rire. Donc l'odorat, c'est aussi très important au niveau de l'attachement. On a des réactions très fortes, des réactions émotionnelles et des réactions instinctives et incontrôlables très fortes par rapport à certaines odeurs et par rapport à certaines odeurs corporelles notamment. Donc il y a des petites molécules chimiques qui s'appellent les phéromones. Les phéromones, c'est un peu comme les hormones. Donc ça va être des messagers qui vont transmettre des messages au corps. Sauf que là, ça passe par des... ça se passe pas à l'intérieur du corps, ça passe donc par l'air. Il y a plusieurs composantes au niveau de ces phéromones et comme on distingue un nombre très très fort d'odeurs, donc 1000 milliards, on suppose qu'on est sensible aux phéromones au niveau inconscient. Donc sans être conscient qu'on les sent, on est sensible quand même, on les sent et on a des réponses face à ça. En général, on est attiré par des personnes dont la composition tissulaire est très différente de la nôtre. Donc, vous savez, tout ce qui est compatibilité au niveau de la transplantation d'organes, ben, on va être attiré par des gens qui seraient très incompatibles avec nous. Et cette compatibilité ou incompatibilité serait retranscrite au niveau des odeurs corporelles. Donc on a toutes et tous notre propre signature corporelle, notre propre signature olfactive. Ça peut changer au cours de la vie en fonction de si on est en ménopause, si on est en pleine puberté. Ça peut changer en fonction du régime alimentaire aussi. Donc si on mange beaucoup d'épices ou pas, ça peut changer en fonction de notre état émotionnel. Mais la cartographie olfactive de base, elle reste la même. C'est de là que viennent des émotions telles que je ne peux pas le sentir. Je ne peux pas le sentir, je ne peux pas la sentir, mais on suppose que ça vient de là. L'olfaction est tellement forte dans les émotions que quelques heures après la naissance, une mère va être capable de distinguer l'odeur corporelle de son enfant. Donc si on lui présente les odeurs corporelles donc de transpiration de plusieurs bébés, elle va pouvoir reconnaître le sien. Un bébé, dès la naissance, peut reconnaître l'odeur de sa mère. Si on vous présente l'odeur corporelle de plusieurs inconnus, vous allez être capable dedans de reconnaître l'odeur corporelle d'une personne que vous connaissez. Et tout ça, ça va être inconscient. Donc il y a toute une branche qui s'appelle l'olfactothérapie. L'olfactothérapie, ça va être le fait d'essayer d'influer sur le psychisme, sur les émotions, sur les gens, en passant par l'odorat. Donc le but, ça va être de retrouver un équilibre psycho-émotionnel et il y a différentes sphères d'action. Donc on peut jouer sur des personnes qui sont tristes, déprimées, sur des personnes qui sont en soins palliatifs pour apporter un peu d'apaisement. On peut jouer sur des personnes qui sont stressées, voilà, pour essayer de calmer le stress. Et il y a différentes méthodes, différentes écoles, différentes façons de faire. Donc c'est très vaste. Par exemple, il y a certains protocoles dans des hôpitaux qui vont utiliser l'odeur de conifères pour apaiser les personnes en soins palliatifs. Donc il y a 11 hôpitaux en France actuellement qui utilisent l'olfactothérapie dans différents services. Donc vous avez tout ce qui est épinette, noir, cèdre de l'Atlas, sapin blanc, c'est les grands conifères. Ça va être tonifiant et apaisant. On les utilise en soins palliatifs. Vous avez le nard de l'Himalaya qui va être apaisant notamment au niveau de la sphère cardiaque. Donc quand il y a de la tachycardie, quand il y a des emballements au niveau cardiovasculaire, le nard de l'Himalaya est beaucoup utilisé. La rose de Damas qui va être un rééquilibrant du nerf vague.
peut utiliser des huiles essentielles aussi d'agrumes. Les huiles essentielles d'agrumes, elles vont être réputées pour rapporter de la joie de vivre. Ça va être des huiles essentielles qui vont jouer sur la dépression. L'olfaction, c'est un bon marqueur de la dépression pour deux choses. Déjà parce que les personnes dépressives perdent de l'intérêt par rapport au monde qui les entoure. Donc elles vont être moins sensibles aux stimuli olfactifs. L'autre, c'est que les personnes qui sont hyposmiques, donc les personnes qui sentent moins bien les odeurs, sont plus sujettes à la dépression. On a 30% de dépression de plus chez les personnes hyposmiques que chez les personnes qui sentent toutes les odeurs. Donc pour info, l'hyposmie, c'est 15% de la population. Des fois, on n'est même pas conscient qu'on sent moins bien les odeurs. Donc là, le but, ça va être d'influer le moral par la stimulation de l'odorat chez les personnes dépressives. Et ça marche assez bien, c'est des protocoles qu'on utilise tous les jours. Bien sûr, on n'utilise pas que les huiles essentielles chez une personne dépressive, il faut un accompagnement global, mais ça peut être un outil en plus. Il y a un chercheur de l'université de Tours qui est chercheur en neurosciences. Alors lui, ce n'est pas l'huile essentielle qu'il a utilisée, c'est l'odeur de la fleur de figuier. L'odeur de la fleur de figuier, il l'a présentée pendant 15 jours, tous les jours, à des personnes qui étaient très stressées. Et au bout de 15 jours, donc ils ont observé que le rythme cardiaque était plus régulier, que la hauteur de voix était plus basse et plus posée, donc les personnes étaient plus calmes, et qu'il y avait moins de stress, donc diminution de la pression cardiaque, de la pression vasculaire, pardon, artérielle. Je vais y arriver. Donc on a un vrai impact, un vrai effet des odeurs sur les manifestations physiques du stress. Encore une fois, des fois ça peut ne pas être suffisant, donc voilà, il faut un accompagnement global. Au niveau des huiles essentielles, parce que je suis naturopathe et que du coup j'aime bien en parler, vous avez le petit grain bigarade que vous pouvez utiliser. Le petit grain bigarade, il a des vertus légèrement hypotensives, sédatives. C'est légèrement sédatif, ça ne va pas vous faire dormir en 2 minutes, hein, mais ça va aider à vous calmer, à vous relaxer, ça favorise le sommeil. C'est aussi un anxiolytique, donc ça calme les situations d'anxiété. Et un spasmolytique, c'est-à-dire qu'il va agir sur la détente aussi musculaire, que ce soit les muscles striés ou les muscles lisses des viscères, donc si vous avez mal au ventre face au stress. L'ylang-ylang, elle, son grand avantage, c'est qu'elle est anti-arythmique. Donc quand il y a de la tachycardie, l'ylang-ylang par inhalation peut calmer tout ce qui est manifestation cardiaque du stress, en plus d'être légèrement hypotensive. Vous avez plusieurs autres huiles essentielles. Donc la lavande fine, c'est un petit peu la star des huiles essentielles qui vont agir sur le stress et sur les sentiments, voilà, sur le stress et sur la dépression. La lemongrass, ça va être toutes les composantes digestives des émotions. Donc s'il y a une manifestation digestive suite à une émotion forte, la lemongrass en inhalation va pouvoir apaiser. Vous avez la bergamote qui est aussi une agrume, la marjolaine à coquille, quand vous avez une manifestation d'oppression face à une émotion que vous vous sentez oppressé, c'est la marjolaine à coquille qui va aider à relaxer, à détendre. Et tout ça, bien sûr, ça a été repris par les industriels afin d'essayer d'augmenter leur vente. Donc il y a plein d'études qui sont faites sur l'olfaction et les émotions, justement grâce à ça, parce que ça peut rapporter de l'argent, donc ça fait avancer la recherche. Mais du coup, il y a une branche qui s'appelle le marketing olfactif. Donc le marketing olfactif, le but, ça va être de créer une émotion chez un client dans le but de favoriser un comportement. Donc là, le comportement, clairement, c'est augmenter les ventes d'un produit. On ne peut pas directement lier un comportement à une émotion. Faire sentir quelque chose à quelqu'un et induire directement un comportement stéréotypé que tout le monde aura, c'est impossible. Donc là, on favorise plutôt une émotion pour que les gens se sentent bien et pour qu'ils aient envie d'acheter. Donc par exemple, il y a des études qui ont eu lieu dans une librairie. Ils ont diffusé une odeur de chocolat. Alors c'est assez... faut faire attention dans le marketing olfactif, c'est très complexe parce que les odeurs, c'est subjectif. Une odeur trop forte, et ça va écœurer les clients. De plus, les clients ne sont pas tous sensibles aux mêmes odeurs. Il y a des odeurs que des gens aiment, il y a des odeurs que des gens n'aiment pas.
Ça, on ne peut pas influer dessus, c'est comme ça. Là, ils ont diffusé une légère odeur de chocolat. A priori, c'est une odeur qui est appréciée par un grand nombre de personnes. Ils ont regardé les ventes en fin de journée et ils se sont rendus compte que les clients s'étaient tournés 6 fois plus que d'habitude vers les livres de cuisine et vers les romans sentimentaux. Donc, a priori, les livres de cuisine, on fait facilement le lien. Les romans sentimentaux, j'aimerais bien en savoir plus. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, il y a eu un réel impact sur la vente. Pour augmenter la clientèle d'un restaurant, vous aurez plus de clients, en général, si vous faites de la cuisine cuite plutôt que de la cuisine crue, parce qu'il y a plus de molécules olfactives qui vont être émises. Si vous avez une petite odeur de feu de bois, ça a tendance à attirer plus les gens aussi. Une petite odeur de feu de bois, une petite odeur de fumée. Si vous tenez un magasin de décoration ou de bricolage, il y a une étude qui a été faite il y a 10-15 ans dans les rayons d'un Castorama, au rayon décoration. Donc ils ont diffusé des petites odeurs agréables issues de leurs bougies parfumées et ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 fois plus de personnes dans ces rayons-là quand ils diffusaient l'odeur, que les gens avaient tendance à plus flâner et à passer plus de temps dans le rayon, et surtout que ça avait augmenté de 38% les achats compulsifs. Voilà. Donc les gens avaient plus envie d'acheter des petites décos, des bougies parfumées, voilà. Donc c'est une branche qui est très répandue. Il y a des entreprises spécialisées dans ça qui vendent leurs services de marketing olfactif. Donc en gros, on a vu qu'il y avait vraiment un fort lien physiologique avec des bases physio et neurologiques entre l'odorat, l'émotion et la mémoire, que le sens de l'odorat allait influer notre état émotionnel et qu'en influençant notre état émotionnel, ça allait influencer aussi nos comportements. Donc l'olfactothérapie, c'est une méthode qui est très prometteuse et qui fait l'objet de nombreuses recherches actuellement pour essayer d'agir sur tout ce qui est troubles psychologiques, troubles émotionnels et troubles neuronaux. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, pas moi, allez-y. J'avais une question par rapport, il y a des gens qui n'ont pas d'odorat suite à un accident, par exemple, et qui vivent toute leur vie sans odorat. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur l'impact éventuel en approchant toute cette série tout ce qui serait olfaction inconsciente, du coup. Une olfaction inconsciente qui concernerait, puisque la partie olfactive est morte suite à des accidents de rochers, par exemple, et du coup la partie olfactive est morte, mais la mémoire est là. Oui. La mémoire olfactive existe, elle précède l'accident. Donc est-ce que ces gens-là, soumis à des odeurs, vont réagir quand même, mais dans une partie cérébrale qui correspondrait à la mémoire? Je ne pourrais pas vous dire. J'imagine que ça dépend à quel endroit, quelles structures sont atteintes. Parce que si c'est directement le nerf olfactif qui a été sectionné, par exemple, l'odeur ne remontera pas. Il n'ira pas au cerveau, il n'y aura pas de la transmission d'infos. Par contre, si c'est par exemple le cortex olfactif qui a été touché, j'imagine que la voie qui va vers le système limbique, elle est toujours active. D'accord. Alors ma question, donc ça dépend. La mémoire existe, donc par exemple, quelqu'un a un accident, il se trouve devant un citron, il a la mémoire de l'acidité. Oui. Son cerveau a mémorisé ça. Donc il y a quelque chose qui joue quand même. Est-ce que, puisque vous dites, ce qui m'inquiète en gros, c'est de voir que l'accident olfactif générerait chez beaucoup des déprimes, des dépressions, et ce qui voudrait dire qu'on serait dramatique, quoi. Oui. C'est un facteur de risque. Voilà. Oui. Or, est-ce que ces aspects-là vont quand même influencer au niveau du cerveau de façon à compenser justement cette perte olfactive? Alors, je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne suis pas... Oui, voilà, il faudrait faire de plus amples recherches, oui. Ce que vous avez dit ça dépend, sur le bébé qui interagit avec
avec sa mère au niveau olfactif, bon, peut-être qu'il y a des bébés, je n'en sais rien, je ne suis pas du tout Oui, médecin, qui naissent sans qui le naissent sens. sans, Oui, c'est sans possible. truc. Donc Oui. leur mère, et ce contact-là, ce lien ne fait pas. De la même façon, on avait le problème avec le contact qui se fait du bébé à la mère avec les yeux, Oui. la distanciation et tout, bon, la personne en a parlé. Le bébé qui naît aveugle, Oui. toute cette partie-là ne se fait pas. Oui. Donc voilà, je veux savoir comment cet enfant... Mais après, comme il y a une certaine plasticité cérébrale, particulièrement chez les petits, souvent d'autres sens vont prendre le relais, mais vous n'aurez pas cette richesse quand même de l'odorat, qui est quand même très développée au niveau inconscient. Alors j'ai été surprise aussi le fait de ce jeune-là qui voilà, dans un trauma qui va à partir de là se réveiller globalement. Donc ça veut dire que ce qu'on apporte comme odeur influe véritablement de façon très sévère. Ah oui, c'est très fort. Oui, oui, du coup ça peut avoir un impact très fort. Et effectivement, la plupart des odeurs ont un impact inconscient. Voilà. Puisque le nombre d'odeurs qu'on peut sentir et distinguer les unes des autres est vraiment très vaste. Mais nous, on ne va pas en être conscient. Jusqu'à très peu, enfin quelques années, on pensait qu'on sentait 10 000 odeurs. Voilà, le monde scientifique pensait qu'on sentait 10 000 odeurs. On se rend compte que c'est beaucoup plus vaste. Et, donc vous avez dit aussi qu'on était attiré par des personnes... bon, j'avais lu cette étude-là, qu'on était attiré sexuellement par une personne, par l'odeur principalement. Ça surprend parce qu'on pense que c'est d'autres critères qui vont motiver le choix. Effectivement, cette étude qui a été menée aux États-Unis, qui montrait qu'on était largement dans le comportement sexuel relevé de cette partie-là. Et ensuite, ce qui était d'autant plus étonnant, c'était qu'une fois qu'on regardait le partenaire qui avait été choisi, donc des filles choisissaient un partenaire mâle à partir, si vous la connaissez, de l'odeur du t-shirt qu'elle reniflait. Et donc le gars qui leur plaisait le plus avait les gènes complémentaires aux leurs. Oui. C'était ça qui était plus surprenant. C'est-à-dire qu'au niveau olfactif, on choisissait de façon animale l'humain, enfin l'homme ou la femme, qui allait nous permettre de nous reproduire et de sauvegarder l'espèce. Oui, parce que de façon évolutive, ça s'explique par le fait d'éviter la consanguinité. C'est ça. En fait. Voilà. Donc on choisit le partenaire aux gènes les plus différents des nôtres, entre guillemets. Ça se retranscrit au niveau cellulaire. Voilà, toutes les petites protéines qu'on a autour de nos cellules, c'est un peu les cartes d'identité. C'est ça, je disais tout à l'heure, qui permet des transfusions sanguines, des transplantations d'organes ou non. Et en fait, on cherche la personne qui aurait ces protéines très différentes des nôtres. Voilà, c'est un peu le reflet de notre génétique. Et ça se reflèterait au niveau des odeurs corporelles. Ouais, donc le nez nous guiderait dans notre façon de vivre, en fait. Hein. Oui, beaucoup plus que ce qu'on pensait jusqu'à il y a quelques années. Oui. On serait conditionné. Oui, c'est ça. C'est pas la naissance. Oui, c'est ça. Il y a un truc qui va nous pousser à faire ça. Qui déterminerait en fait ce vers quoi on va. Après, il y a d'autres structures cérébrales aussi. On a des structures cérébrales plus conscientes, impliquées dans les raisonnements factuels. Voilà. Donc on peut un petit peu influer avec ça, mais on est quand même de toute façon des animaux avec des comportements primitifs. Oui. Et ce qui était, bon, je m'excuse, vous avez peut-être d'autres questions, mais donc c'est des cellules qui sont régénératives aussi. Donc en fait, soit on les a et elles vont se régénérer, soit on les a pas et elles vont pas se recréer. On peut pas retrouver si par exemple un accident, on peut pas implanter des trucs et alors je pense que la greffe de neurones c'est quelque chose qui est en recherche et ça se fait de plus en plus. Enfin, c'est à l'état de recherche encore, hein, mais oui, c'est en cours. Après, donc vous avez les neurones qui sont vraiment au contact de l'environnement au niveau de la muqueuse olfactive et il y a des neurones au-dessus qui vont traiter. Ceux-là ne se renouvellent pas tous les mois. Par contre, c'est les neurones olfactifs
Oui, ils se renouvellent à partir de cellules souches qui sont plus en profondeur dans la muqueuse. Donc vous pouvez perdre les neurones. Si vous avez les cellules souches qui sont encore fonctionnelles, ça va les renouveler. Le problème du Covid, c'est que les cellules souches, elles sont sensibles et infectées par le Covid. C'est pour ça que chez certaines personnes, voilà, ça prend plus d'1 mois parce que les cellules de soutien qui nourrissent les neurones et les cellules souches qui permettent leur régénération sont impactées par le virus. Le virus ne touche pas en lui-même les neurones olfactifs, il touche toutes les cellules autour. Voilà. Donc, si on vous enlève juste les neurones, si on pouvait vous enlever juste les neurones, dans 1 mois, vous retrouvez l'olfaction. Voilà. Mais si les cellules autour qui permettent leur régénération sont touchées, effectivement, là, ça devient compliqué. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bon, merci. Merci Merci. à vous.